Allez, on y va. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans les zones d'ombre d'un des conflits les plus dévastateurs de notre histoire. En épluchant des archives récemment déclassifiées, des découvertes archéologiques super récentes et des témoignages qui sont restés sous silence pendant des décennies, notre but, c'est de faire la lumière sur la véritable ampleur des atrocités de la Seconde Guerre mondiale, et croyez-moi, on est bien loin des récits officiels et des mythes qu'on nous a soigneusement construits. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. C'est vraiment la question centrale qui va guider toute notre enquête d'aujourd'hui. Comment la folie de la guerre transforme-t-elle des gens tout à fait ordinaires en véritables monstres? On va essayer de décortiquer les mécanismes psychologiques derrière tout ça. D'un côté, on a l'effondrement mental de soldats poussés à bout sur le front, et de l'autre, la froideur totalement clinique, presque bureaucratique, des dirigeants qui orchestraient ce cauchemar depuis leur bureau bien chauffé. C'est fou de se demander comment l'instinct de survie, la peur et une obéissance aveugle ont pu balayer tout jugement moral, non? Première partie, les vestiges de l'ombre. Même des décennies plus tard, la Terre continue littéralement de recracher les preuves de ce passé sombre. Ça prouve bien que l'histoire n'est jamais vraiment enfouie. Prenez ce chiffre par exemple, 1837. C'est un nombre stupéfiant. C'est le nombre exact de corps de soldats allemands qu'on a récemment exhumés d'une immense fosse commune à Volgograd, l'ancienne Stalingrad. Et le truc incroyable, c'est que l'analyse montre qu'ils ne sont pas morts au combat. Pas du tout. Ils ont succombé à des conditions d'une brutalité inouïe. Une famine absolue et le froid glacial de l'hiver 42-43 après avoir été encerclés. C'est l'illustration parfaite de la réalité crue et déshumanisante du front, à des années-lumière de l'héroïsme vendu par la propagande de l'époque. Et malheureusement, cette tragédie ne s'arrêtait pas au champ de bataille. Des fouilles récentes dans ce qu'on appelle la vallée de la mort, près de Schweidnitz en Pologne, ont permis de retrouver les restes de plus de 700 personnes. Ce site d'exécution met en lumière ce qu'on nomme le crime de Poméranie. En fait, dès les tout premiers mois de la guerre, une opération appelée Intelligence Action posait déjà les bases, le modèle bureaucratique en quelque sorte de l'extermination de masse. L'objectif était clair, cibler spécifiquement l'élite intellectuelle, le clergé et les citoyens juifs polonais, pour étouffer dans l'œuf la moindre résistance culturelle. Et ces horreurs, elles étaient vraiment mondiales. Tenez-vous bien, sous la propre maison d'Hermann Göring, à la Tanière du Loup, des archéologues ont découvert des squelettes d'adultes, d'un adolescent et même d'un bébé, tous amputés de leurs mains et de leurs pieds. C'est glaçant. À l'autre bout de la planète, à Okinawa au Japon, plus de 1400 restes, principalement des femmes et des enfants, ont été retrouvés piégés dans des grottes effondrées. Et puis en Chine, on a confirmé des traces du bacille du charbon sur le site d'essai de la tristement célèbre unité 731, ce qui rappelle les expériences biologiques effroyables menées sur des prisonniers bien vivants. Franchement, toutes ces découvertes soulignent l'échelle massive et surtout ultra secrète des souffrances infligées aux populations. Deuxième partie, la propagande du désespoir. Alors, comment est-ce qu'on justifie un tel niveau de destruction auprès du grand public? Eh bien, on transforme l'information en arme. Le contraste est juste hallucinant. D'un côté, on a le récit officiel matraqué par l'État via les Wochenschau, ces fameuses actualités cinématographiques qui vendaient une illusion de mobilisation héroïque. On y voyait des ados et des femmes tout fiers de défendre la patrie avec des lance-roquettes Panzerfaust. Mais de l'autre côté, la réalité de Berlin fin 1944, c'était tout autre chose. Une capitale à l'agonie, des réseaux d'eau complètement détruits, des bombardements alliés incessants et une population littéralement épuisée par la faim. Face à ce gouffre immense entre le mythe imposé par l'État et la réalité du terrain, le désespoir collectif a fini par fissurer la façade de la propagande. Et vous savez ce qui est devenu le dernier refuge des gens? L'humour noir. C'est fascinant. Les Berlinois se moquaient des panneaux sur les abris antiaériens marqués LSR, qui voulaient officiellement dire Luftschutzraum, donc abri antiaérien. Eux, ils murmuraient que ça signifiait plutôt Lern schnell Russisch, apprenez vite le russe. C'est un petit détail, mais ça montre bien comment, face à un effondrement imminent, l'instinct de survie prend le pas sur n'importe quelle idéologie. Mais la machine de propagande nazie ne s'est pas arrêtée là. Elle a carrément riposté en utilisant la terreur comme une arme. Les actualités continuaient de glorifier les milices du Volkssturm et les monteurs allaient jusqu'à effacer méticuleusement la main tremblante d'Hitler sur les pellicules pour sauver les apparences. Et le plus glaçant dans tout ça, l'État a fait le choix délibéré de diffuser des séquences hyper choquantes et non censurées de massacres de civils perpétrés par l'armée rouge à Nemmersdorf. L'objectif avait changé. Il ne s'agissait plus de promettre la victoire, mais de créer une peur tellement viscérale de l'avancée soviétique que chaque citoyen se sentirait obligé de se battre jusqu'à la mort. Troisième partie, horreur sur le front de l'Est. Mettons un peu de côté la rhétorique d'État pour nous concentrer sur l'effondrement psychologique brut des soldats de terrain.
En fouillant dans les archives déclassifiées, on tombe sur des documents vraiment troublants, comme cette photographie finlandaise de l'hiver 1942. Elle est restée cachée très longtemps tellement elle est choquante. Prise près du lac Seljarvi, elle montre la peau écorchée d'un soldat soviétique, simplement suspendu aux branches d'un arbre en plein milieu d'une forêt glaciale. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est le contraste entre les récits officiels et l'analyse moderne qu'on en fait. Les archives mentionnent les aveux d'un officier soviétique capturé qui, rendu totalement fou par la faim, aurait exécuté et mangé ses propres hommes. Mais en confrontant ces témoignages aux analyses documentaires, les historiens avancent une hypothèse fascinante. Dépecer méticuleusement un corps dans un froid pareil, ça ne colle pas du tout avec un acte de survie en urgence. Il s'agirait plutôt d'un mythe collectif, une sorte de falsification historique inventée de toutes pièces pour masquer un traumatisme inavouable face à l'extrême brutalité de la guerre. Le cerveau crée des monstres pour expliquer l'horreur. 4e partie, la banalité du mal. Alors on va laisser la sauvagerie désespérée du front pour s'intéresser à une forme de cruauté bien plus terrifiante, parce qu'elle est stérile, méthodique, exécutée derrière un bureau. Pour comprendre comment l'obéissance aveugle peut fabriquer des architectes de génocide, il faut parler du maréchal Wilhelm Keitel. Venant d'un milieu rural plutôt modeste, bourré de complexes, son besoin maladif de validation lui a valu un surnom super méprisant de la part de ses pairs, la Keitel. C'est un jeu de mots entre laquais et son nom de famille. Keitel, ce n'était pas un fanatique assoiffé de sang sur un champ de bataille, mais un administrateur docile, le petit soldat parfait. Et c'est exactement cette docilité qui a fait de lui l'un des pires criminels de guerre. D'un simple coup de stylo, ce type a validé des ordres qui ont littéralement effacé toute trace d'empathie humaine. En avril 1941, il signe l'ordre des commissaires pour exécuter sans procès les cadres soviétiques. En septembre de la même année, il exige la mort de 50 à 100 civils pour chaque soldat allemand tué. Ensuite, on a le tristement célèbre décret Nuit et brouillard en décembre 1942, puis l'ordre des commandos pour assassiner les forces spéciales alliées. Il a pris le crime de guerre et l'a transformé en un processus administratif de routine. C'est ça qui est terrifiant. Rien que pour le décret Nuit et brouillard, le bilan donne des frissons. Ce chiffre, 7000, c'est le nombre de personnes suspectées de résistance qui ont été rayées de la carte, kidnappées au beau milieu de la nuit, envoyées vers une mort totalement silencieuse dans les camps. L'objectif n'était pas juste de les éliminer, mais d'utiliser la disparition elle-même comme un outil de terreur psychologique à l'échelle industrielle. Et tout ça, encore une fois, parfaitement organisé depuis un bureau bien rangé. 5e et dernière partie, mythe, traumatisme et mémoire. Quel est le verdict de l'histoire face à tout ça ? Lors du procès de Nuremberg, la défense de Keitel a été d'une banalité franchement affligeante. En disant que les atrocités se sont, je cite, développées sans aucune prévision, il a essayé de se faire passer pour un simple rouage, un spectateur passif de la machine. Cette justification est tellement en décalage avec les millions de vies brisées par sa propre signature. C'est l'essence même de la lâcheté morale, vous ne trouvez pas ? Se cacher derrière le sens du devoir pour essayer d'excuser l'injustifiable. Finalement, le destin de Keitel a tragiquement fait écho au traitement qu'il infligeait aux autres. Le 16 octobre 1946, il est condamné à la pendaison, mais l'exécution est complètement ratée. La trappe était trop étroite, la chute trop courte pour lui briser la nuque sur le coup. Au lieu d'une mort instantanée, l'ancien maréchal a suffoqué au bout de sa corde pendant 28 très longues minutes. Une fin brutale, sans la moindre dignité, qui agit comme un miroir glaçant de la souffrance interminable qu'il avait commanditée sans jamais la regarder en face. Tout ça nous amène à une question vraiment fondamentale pour terminer notre analyse. Quand on observe ces fausses communes, les mensonges désespérés de la propagande, les esprits totalement brisés sur le front, ou des bureaucrates comme Keitel, on est obligé de se demander comment l'administration parvient à éradiquer la conscience individuelle. Entre la terreur absolue d'un soldat isolé et la froideur d'un dirigeant bien à l'abri, quelle est la responsabilité de chacun face à l'inacceptable ? C'est une question vertigineuse qui résonne encore aujourd'hui. Je vous laisse y réfléchir. Merci d'avoir suivi cette exploration avec nous.